Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une véritable révolution, une révolution silencieuse qui a tout changé dans un des lieux les plus secrets de notre société, le cabinet du médecin. Que se passe-t-il vraiment derrière cette porte? Pendant très longtemps, la réponse était simple, c'était un secret. Un secret entre deux personnes, point final. Sauf que cette époque est bien finie. Alors comment est-ce qu'on est passé de ce huis clos total à une discussion beaucoup plus ouverte? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ok, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit bond dans le passé. On retourne à une époque où tout, absolument tout, reposait sur une formule presque sacrée dans le monde médical français. Cette formule, c'est le colloque singulier. Un nom un peu impressionnant, non? Pourtant, c'est ce qui a défini pendant des décennies la relation entre un médecin et son patient. L'idée, c'était simple, un dialogue à deux, rien qu'à deux. Une sorte de bulle, protégée du monde extérieur, où tout reposait sur la confiance et bien sûr sur le secret le plus total. Et pour résumer ça, il y a une phrase qui dit tout. C'est Louis Porte qui a officialisé le terme en 1947, qui l'a dite, la rencontre d'une confiance et d'une conscience. C'est beau, hein? Mais ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que le patient donnait sa confiance, une confiance quasi aveugle, et le médecin, lui, apportait sa conscience professionnelle. En gros, le patient se livre, le médecin décide. Simple. Ce système, il a un nom. Le paternalisme médical. Ça sonne un peu daté, et ça l'était. Le médecin, c'était un peu comme le patriarche, celui qui sait. Il agissait comme un père bienveillant qui prend les meilleures décisions pour son patient. Et le patient, de son côté, il suivait. Il était dans un rôle beaucoup plus passif. Sauf que voilà, ce modèle, qui semblait gravé dans le marbre, il a commencé à se fissurer. Et les premières fissures ne sont pas venues d'en haut, non, elles sont venues d'en bas. Des voix ont commencé à s'élever, celles des malades eux-mêmes. Et ces voix, elles ont planté les premières graines d'un changement qui allait devenir inévitable. Alors attention, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est le résultat de décennies de combats. Tout commence à bouger dans les années 60 avec les grands mouvements sociaux, l'idée que chacun a le droit de décider pour son propre corps. Puis, les années 80, c'est le choc, l'épidémie de sida. Là, des assauts comme AIDS ou ACT UP débarquent et changent la donne. C'est la naissance de l'activisme thérapeutique. En clair, les malades ne veulent plus être des victimes passives. Et puis arrivent les années 90, avec les grands scandales sanitaires comme l'affaire du sang contaminé. Là, la confiance est brisée, vraiment. Toute cette pression, ça nous mène à un moment clé, 2002, la loi Kouchner. Et là, c'est officiel, on change d'époque. Et cette loi, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'acte de naissance d'un concept totalement nouveau, d'une philosophie différente, la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, l'idée, c'est que la santé, ce n'est plus l'affaire d'une poignée d'experts, c'est l'affaire de tout le monde. Les usagers, les citoyens, les associations de patients, ils ont désormais leur mot à dire. Et à tous les étages, de la conception des politiques de santé jusqu'à la direction des hôpitaux. Et là, le changement de paradigme est radical. Regardez, avant, c'était le secret. Maintenant, c'est la transparence. Avant, le paternalisme. Maintenant, l'autonomie. On est passé d'une relation basée sur la confiance à une relation basée sur des droits. C'est carrément un autre monde. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, ça change quoi? Eh bien, ça change tout pour le patient. Son statut même évolue. Il n'est plus considéré comme un simple objet de soin, il devient acteur de sa propre santé. Et ça veut dire qu'il a maintenant le droit, et on pourrait même dire le devoir, de poser des questions, de chercher des infos, et surtout de participer aux décisions qui le touchent directement. Il y a une citation, attribuée à Gandhi, que les associations de patients adorent, et elle résume ça à la perfection. Tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. C'est puissant, non? Le message est clair. Fini de décider pour le malade. Maintenant, on décide avec le malade. Alors concrètement, la loi Kouchner a mis quoi sur la table? D'abord, des droits individuels super importants. Le droit d'avoir une information claire, honnête, adaptée. Et le fameux consentement libre et éclairé. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans l'accord explicite du patient. Et puis, il y a le niveau collectif. Les associations d'usagers ont maintenant leur place à la table des décisions. Elles siègent partout, dans les grandes instances de santé, dans les comités de recherche. Leur voix compte. Bon, mais soyons honnêtes 2 minutes. Avoir des droits inscrits dans la loi, c'est une chose. Les faire appliquer dans la vraie vie, c'en est une autre. Et parfois, pour que ça marche, il faut se battre. Vraiment se battre. Comme l'a fait un homme qui est devenu un véritable symbole de ce combat. Son nom, c'est Frédéric Secrétan. Et son histoire, son combat personnel, résume à lui seul toute la force, mais aussi toute la difficulté de cette révolution. Alors, essayons d'imaginer. On est en 2003. Un médecin vous annonce que vous avez un cancer incurable et qu'il vous reste 6 mois. 6 mois à vivre. C'est le choc que reçoit Frédéric Secrétan. La plupart des gens se seraient effondrés. Lui, non.
Au lieu d'accepter, il se transforme en chercheur. Il trouve un essai clinique prometteur aux États-Unis et il vend sa maison pour pouvoir y participer. C'est fou, non? Mais il ne s'arrête pas là. Il lance un blog, il interpelle les ministres, il se bat comme un lion pour que tout le monde puisse accéder aux nouveaux traitements. Il a repris les techniques de combat des malades du sida et il les a appliquées au cancer. Son histoire, c'est l'incarnation même de ce que veut dire être un patient-acteur. Et cette histoire incroyable de Frédéric Secrétan, elle nous laisse avec une question de fond. Cette démocratisation, ce nouveau pouvoir donné aux patients, c'est génial, mais est-ce que ça ne crée pas aussi de nouveaux devoirs? Et pire, de nouvelles inégalités entre ceux qui, comme lui, ont l'énergie, les connaissances, les moyens de se battre, et tous les autres. Finalement, est-ce qu'on est en train de passer du patient-sujet au patient-acteur, ou est-ce qu'on glisse doucement vers le patient-consommateur? La question est loin d'être simple, et elle reste plus que jamais ouverte. Cette vidéo vous a été présentée par Segundo World Company.